Il va falloir disrupter le langage alors. Oui, je pense qu'on va faire des synergies pour permettre à tous les acteurs d'être dans un partenariat qui mettra en relation les différentes territorialités dans une temporalité... Courte. Salut Maillot. Salut Daoro. Aujourd'hui, on va parler de langue, Mhm. de langage plutôt. Et évidemment, comme on va beaucoup parler, il faut se rafraîchir et se désaltérer. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ? Je bois du Jucro. C'est un thé noir de Corée du Sud qui a la particularité d'être très très cacaoté. Intéressant, ouais. C'est une note qui est assez rare, j'ai l'impression, ou en tout cas qui des fois est présente, mais là c'est vraiment la note principale. La première chose qu'on sent quand on boit, c'est le côté cacao. Puis ensuite ça va plus sur des notes proches, type vanille, etc. C'est sucré un peu ? Il n'a pas cet effet sucré. Malgré ça, il y a quand même ce côté rond du cacao, pas du tout agressif, pas cacao pur, qui peut être très très amer par exemple. C'est un thé étonnant. Et toi, qu'est-ce que tu bois ? Je rebois le même thé que dans l'épisode 40, un cabousset de Kobayashi. C'est un thé vert qui est cultivé à l'ombre, donc ils mettent des filets dessus pour le protéger des rayons directs du soleil. Et puis il est très goûtu dans le sens umami. C'est pas le thé vert le plus complexe que j'ai pu boire, mais assez sympa. Là, il y a un petit côté additif dû à l'amertume. Enfin, moi, c'est des trucs qui me provoquent l'envie d'en reboire plus, en fait. Ok. Aujourd'hui, on va parler de langage, principalement parce que tu avais trouvé un article Why we praise meaningless jargon and fail to realize the emperor has no clauses. Pourquoi est-ce qu'on valorise le jargon sans sens et on n'arrive pas à réaliser que l'empereur n'a pas d'habit ? Évidemment, une référence au conte Les habits de l'empereur, simplement, je crois, le titre ou... J'avoue, je connais pas le conte qui... C'est un petit conte où un vendeur vient voir un empereur et lui vend des habits invisibles, ou en tout cas lui dit vraiment ces habits sont invisibles, ils n'ont même pas de poids, etc. Et puis l'empereur va marcher dans la rue avec ses habits invisibles, donc nus. Mais tous les adultes sont là, ah oui, des habits invisibles, et seuls les enfants sont là à dire non, l'empereur est nu, l'empereur est nu. Ça résume bien un peu ces langages et ce vocabulaire utilisé dans les trucs de mauvaise entreprise, management, où on dit des choses qui ont l'air d'avoir du sens, mais qui en fait ne veulent rien dire. Personne n'a envie de vraiment poser les questions sur mais qu'est-ce qu'on entend vraiment avec ces mots-là, parce que il y a peut-être pas l'énergie d'aller creuser les trucs, puis il y a aussi la peur, j'imagine, de pas passer pour l'idiot de service ou l'idiote de service, de dire oh, bah, j'ai pas compris ton truc là. Bien sûr, je comprends ton jargon parce que moi aussi je suis quelqu'un de compétent, alors qu'en fait tout le monde parle devant et ça fait beau, ça fait qu'on est en contrôle, ça fait qu'on sait ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, ça donne cette impression-là, mais en fait derrière c'est entièrement creux. De nos jours, j'ai l'impression que c'est commun, malheureusement, absolument partout, depuis les politiques au marketing, aux entreprises, avec les startups qui disruptent le marché en faisant de la valeur pour les investisseurs, etc., etc., où à la fin du texte, rien n'a été dit et on ne sait pas ce que fait l'entreprise. Dans beaucoup de discours politiques, c'est souvent un peu ça, où il y a 300 mots qui ont été dits, mais on n'a toujours aucune idée de quelle est l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va vraiment faire. Tout est toujours un peu dans le flou. C'est un peu basé sur le fait que on se dit pas « Ah, j'ai pas compris parce qu'il y avait rien à comprendre ». On va plutôt se dire « Ah, j'ai pas compris parce que j'ai pas le niveau pour comprendre l'intellect de la personne en face ». Je me demande des fois aussi le but de raconter toutes ces choses-là. À qui on essaye de parler ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire vraiment passer comme message quand il y a des entreprises qui disent par exemple des choses comme nos employés talentueux, notre présence globale, notre connaissance intensive du marché nous ont permis de créer un business durable et unique. Grâce à ça, on va accélérer notre croissance pour créer de la valeur signifiante. Ok, mais concrètement, vous avez dit quoi en fait ? À part de dire, regardez, on est cool. On vient pas questionner ta connaissance comme ça, voilà.
ta présence globale, t'es partout, mais ouais, il y a plein d'autres gens qui sont partout. On va accélérer notre croissance. C'est ce qui a vraiment besoin d'une croissance. Ça se concrétise comment ? Tu dis que ton entreprise, elle est unique et durable, mais il a juste suffi de dire ça pour qu'on te croie. Et bon, ok. Si les gens en retour devaient poser la question, il n'y aurait peut-être pas forcément de réponse en fait derrière. C'est juste qu'on a dit ces platitudes-là parce que c'est ce que les actionnaires s'attendent à entendre en fait. Comment tu perçois ce genre de truc, toi ? C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à comprendre pourquoi c'est accepté. Je pense qu'il y a une époque où j'étais un peu dans cette impression de dire je comprends pas ce qu'ils disent parce que c'est pas de mon niveau. Plus j'ai avancé dans le monde professionnel, plus j'ai réalisé que non, je comprends très bien ce qui est dit et il y a juste rien qui est dit. Là où j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est pourquoi on accepte ça et pourquoi c'est accepté comme normal. Je crois pas avoir de réponse, malheureusement. Ouais. C'est l'habitude, ça a toujours été fait comme ça, donc ça continue d'être fait comme ça. Malheureusement, dans certains cas, il y a vraiment un côté où c'est juste de l'arnaque pour faire un peu ce qu'on veut derrière, parce que de toute façon, si on a parlé et qu'on n'a rien dit, à la fin, on peut faire ce qu'on veut, ça va correspondre à ce qu'on a dit, puisqu'on n'a rien dit. Je sais pas non plus si y a un effet, les autres l'ont dit, donc il faut qu'on le dise aussi. Et ça avait peut-être du sens quand les quelques premières fois ça a été utilisé. À force de répétition, ce sens, il est noyé, il est perdu, ça veut plus rien dire du tout. Il y a ce côté peut-être rassurant pour des personnes qui vont décider et investir que vous avez dit pareil que les autres, donc c'est bon, vous faites pareil que les autres, on vous fait confiance maintenant. Ça se voit aussi dans des discours internes à l'entreprise. Venez travailler chez nous parce qu'on est super bien, on a des concepts innovants et disruptifs. Super, j'ai ces mots-clés-là, c'est innovant. Mais c'est innovant comment ? On va peut-être pas poser la question parce que voilà. Puis disruptif, oui, je comprends tout à fait en termes concrets ce que ça veut dire. Ouais, bien sûr, disruptif, il y avait un sens, mais c'est quoi le sens aujourd'hui de disruptif à chaque fois que tu l'entends ? Oui, surtout que si tout le monde fait du disruptif, je pense qu'il n'y a pas de disruptif. C'est un peu ça. On peut pas constamment tout casser ce qui était là avant et refaire. Forcément que la majorité le fait pas, en fait. Puisqu'ils ont dit exactement la même chose, alors c'est bon. Il y a beaucoup de ça. C'est un côté, le changement fait peur, donc on va juste répéter la même chose et on a l'impression que ça va être très bien. Pareil dans des usages qui sont là pour rassurer, mais qui sont déjà peut-être mal compris par les gens qui en parlent, mais encore moins bien compris concrètement par les gens qui subissent ça. Pour dire qu'un grossiste ou bien une entreprise de formation qui sont agiles, tu te bases sur une méthode de gestion de programmation. Et ça veut dire quoi concrètement que tu es agile quand tu es grossiste tu sais mieux jongler avec tes paquets ouais. C'était vraiment uniquement orienté programmation au début, les méthodes agiles ? Je crois, ouais, quand même. Ça a émergé via ça peut-être, oui, par contre. Je crois que le terme méthode agile est apparu via la programmation, mais que c'était inspiré par tout ce qui était logistique en flux tendu ou ce type de choses, je crois. Mais c'est vrai que c'est le terme méthode agile, bon, déjà il commence à faire vieillot. Ouais. C'était il y a 10 ans qu'il fallait faire ça, parce qu'entre-temps, en tout cas dans la programmation, les gens ont avancé et ont dit ouais, les méthodes agiles, c'est pas si bien en fait. On reste dans des choses qui sont inspirées. Ça a un peu changé entre-temps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend à tout bout de champ la plupart du temps. Si on prend vraiment le manifeste agile, justement, le Agile Manifesto, la plupart du temps, personne ne le suit. Si on est agile, on veut juste dire qu'on n'est pas immobile, ankylosé, paralysé. Voilà, ouais. En fait, on dit qu'on n'est pas le contraire, mais on ne dit pas ce qu'on est vraiment. D'autres trucs un peu creux, comme cette méthode d'agile-là, j'avais suivi un MOOC, une formation en ligne massive pour plein de gens, là, dans mon institut de formation qui essayait de se moderniser un petit peu dans ses manières de fonctionner. Et à l'intérieur, il parlait on est dans une nouvelle réalité aujourd'hui, on est dans le monde du travail 3.0, il faut donc qu'on s'adapte. Sans définir ce que c'était le monde du travail 3.0. Moi, mes questions, c'est « Ah bon ?» Parce que je ne savais même pas qu'on avait passé par le monde du travail 2.0. En quoi c'est différencié ? Et puis en quoi c'est pas le monde du travail tout court, en fait ? Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? C'est pas clair. Mais alors, ça fait très intelligent, très bien. Regardez, vous nous avez payé comme consultant, on peut vous dire que vous êtes dans le monde du travail 3.0. Ouh là là ! Cette habitude de mettre des versions derrière tous les mots qu'on dit, c'est vraiment un truc que je n'apprécie pas. Ouais.
J'ai de plus en plus de mal à comprendre cet attrait que les gens ont à informatiser des choses qui n'ont pas à l'être, dont le langage par exemple, ou des concepts. Je suis d'accord que les concepts évoluent. Je pense pas que ce soit intelligent de mettre un chiffre derrière qui versionne le concept. La notion de version en informatique, quand on versionne un logiciel, c'est complètement arbitraire. Chaque entreprise définit ses propres logiques pour passer d'une version à l'autre. Il y a quelques standards pour des bibliothèques de fonctions ou ce type de choses. Mais enfin, on n'est pas du tout dans un truc... c'est pas comme s'il y avait une notion commune à tout le monde de qu'est-ce que c'est qu'une version, quoi. On est vraiment dans un truc qui est creux au possible parce que, comme tu dis, c'est souvent pas défini qu'est-ce que c'était la version précédente. On définit même pas pourquoi il y a un besoin d'avoir cette version. À la limite des lois, par exemple, ça a du sens de versionner une loi. Parce que les lois changent. On utilise juste la date, au final. Parce qu'une date est une version. Ouais, cette habitude de mettre des versions, tout ça c'est tiré bulle internet, start-up informatique, truc à la mode quoi en fait. Ça fait très oh là là, moi j'ai jamais entendu parler de ce monde du travail 3.0. Ça veut dire que les gens qui en parlent, ils doivent savoir beaucoup plus de trucs que moi, alors que non, c'est juste un effet de style. Je me demande d'ailleurs, les gens qui ont écrit ça, est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? J'ai peur qu'ils y croient. Ouais, c'est aussi mon impression, ouais. J'en ai rencontré un peu des gens dans le marketing qui étaient à fond à mettre des versions derrière leur truc et puis qui justifiaient ça, etc. Et des fois, ça me faisait presque peur de voir qu'une personne était tellement engoncée dans ces notions complètement creuses. J'ai peur que la minorité qui y croit influe la majorité qui ne comprend pas d'une certaine manière ou qui pense ne pas comprendre. Moi, j'utilise ces termes-là. Je suis important, il faut m'écouter moi. C'est inattaquable aussi, parce que si on vient te dire « Non, mais tu racontes n'importe quoi, mais comment tu peux me dire ça parce que tu comprends pas les termes que j'utilise ?» Et c'est un bon mécanisme de défense aussi, de pas pouvoir être remis en question comme ça. C'est vraiment le cas d'usage du jargon hostile presque. Il y a une forme valide de jargon entre professionnels de quelque chose, des termes spécifiques, techniques qui permettent de résumer quelque chose très très vite et c'est valide de les utiliser. Mais le jargon devient agressif quand il est utilisé juste pour se mettre en position de connaissance face à quelqu'un qui ne sait pas. Et je pense qu'on est complètement dans ce cas de figure avec ce type de choses où on va dire le monde du travail 3.0 et puis en fait ça permet derrière peut-être de justifier un peu tout et n'importe quoi. Et je suis sûr que si on cherche en ligne, en plus, il y aura 25 définitions différentes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ça veut dire que tu peux, comme ça, décrédibiliser tes critiques et dévier tout ça, ouais. Ce qui nous permettrait peut-être de faire un lien vers des langues de bois de manière générale. Toi, tu avais cherché un peu des trucs là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Déjà, j'ai appris que donc, c'était un terme qui était apparu au milieu du XXe et qui caractérisait spécifiquement au début le langage utilisé par l'Union soviétique. Ah tiens, alors ça, je savais pas du tout. Et c'était utilisé pour critiquer ce langage-là, qui était utilisé donc par les gouvernements, par les hommes politiques de l'Union soviétique. Et avec le temps, ça s'est transformé donc plus généralement dans le terme qu'on utilise aujourd'hui, qui en fait représente toute argumentation qui n'a que des stéréotypes et des formules toutes faites. Des discours qui sont pleins de mots, mais où pourtant rien n'a été dit. Qu'est-ce que ça aurait comme effet d'utiliser ça L'Union soviétique avait utilisé ça un peu pour transformer la manière de penser des gens. Au final, l'effet que ça a de nos jours, c'est qu'il y a des choses qui étaient négatives à un certain moment qu'on transforme en positif, et à cause de ça, on n'a plus la capacité de penser l'inverse. Typiquement, le terme capitalisme, il est quasiment utilisé que par les gens qui le critiquent de nos jours, j'ai l'impression. Et généralement, les gens qui l'ont accepté ou qui le promeuvent, ils ont tendance à dire le développement. On développe des choses, on développe les entreprises et des choses comme ça, mais on est complètement dans cette idée de il faut plus de capitaux, il faut engranger du capital. Si on utilise développement à la place de capitalisme, maintenant, il faut que l'adversaire critique le développement. Or, le développement, de manière générale, c'est positif. On se développe intellectuellement, on se développe physiquement. Donc, on ne peut plus critiquer. Ça va même encore plus loin, là où on a rajouté des choses. Si on veut critiquer le développement, donc le fait que tout augmente alors qu'on est quand même dans un espace fini,
La Terre, du coup, c'est un espace fini avec des ressources finies. Le développement, ça pourrait devenir négatif, ça pourrait être pris de manière négative. Donc, ah non, c'est du développement durable. Donc maintenant, tu peux plus critiquer le développement parce qu'il est durable. Alors oui, il y a un vrai sens de dire, quitte à faire de nouvelles choses, à faire plus de trucs, autant que ce soit des choses qui s'inscrivent dans la durée plutôt qu'un truc jetable tout de suite. Mais en même temps, ça empêche aussi la critique de ce développement-là effréné, quoi. Ça coupe un peu l'herbe sous le pied, en fait. Pendant que je cherchais un peu ça, je suis tombé sur 2 PDF qui sont des dictionnaires de la langue de bois, qui un peu prennent tous ces termes qui sont utilisés de nos jours et les traduit en son vrai sens, le met dans le contexte d'aujourd'hui, il discute aussi dans certains cas de l'apparition, comment est-ce que ce terme est apparu et comment c'est mis à l'utiliser. Ah, c'est intéressant, ça. Et puis le critique. Alors ça va dépendre des termes. Premier document, c'est vraiment un dictionnaire. On commence par acteur, apprenant, activation, etc., etc. Et le deuxième, c'est plus un article qui décrit un peu la langue de bois, son apparition, comment c'est utilisé, etc. Je l'ai parcouru en vitesse pendant que tu expliquais et ouais, c'est très sympa. J'irai voir et on mettra le lien le plus à jour. Ah mais d'ailleurs, ça parle de conférences gesticulées. Parlant de conférences gesticulées, qui est un terme un peu inventé et mis en pratique par Franck Lepage, un spectacle à mi-chemin entre purement un spectacle comique, mais aussi une conférence. Dans sa première conférence gesticulée, le premier Inculture, il parle d'effet de sens pour faire une démonstration de ce qu'on vient d'expliquer, que les mots sont creux, où il a un jeu de cartes de 16 mots qui mélange et il va tirer les cartes une à une en construisant un discours autour de ça. Et ça a l'air de passer comme un truc qui est tout à fait sérieux, qui veut dire des choses, c'est même assez profond, tellement profond que on comprend pas tout, mais du coup on va pas questionner les choses parce que, encore une fois, on veut pas passer pour la personne qui a pas compris, quoi. Ça peut peut-être faire appel à nos valeurs parce que, ça c'est vraiment un mot-clé que j'apprécie, mais c'était juste un mot-clé et c'était complètement creux. Parce que le discours a été construit avec des cartes qui ont été tirées au hasard. Et une fois qu'il a fini sa première démonstration, il remélange le jeu de cartes et il refait, entre guillemets, une réponse au premier discours, avec les mêmes cartes, mais pas dans le même ordre. Et il a dit pareil, c'est-à-dire rien. Inculture 1, il me semble que je l'ai vu. Je ne sais pas si j'ai vu les suites. Ouais, le premier est particulièrement long. C'est entre 1 et 3 heures selon les versions qu'on peut avoir. Ce qu'il dit aussi dans la conférence, là, c'est que d'avoir des mots creux comme ça, qu'on peut utiliser dans n'importe quel sens et qui veulent plus rien dire, ça nous rend incapables de penser quelque chose en dehors des catégories proposées. Si on peut plus le penser, on peut plus le critiquer. Surtout que les mots qui sont choisis et qui restent sont des mots qui sont que positifs. Critiquer à partir de choses bien, c'est compliqué, voire impossible. Le dictionnaire collectif de la langue de bois que j'ai vu, il démarre par un texte qui parle de exactement ce point-là. En 1968, il y avait un philosophe qui s'appelait Herbert Marcuse qui faisait cette mise en garde en disant que bientôt on n'aurait plus la capacité de critiquer le capitalisme parce que tous les mots qui étaient négatifs seraient remplacés et le fait que cette langue creuse soit utilisée, comme tu disais, va empêcher de penser autre chose que ce qui est donné par le système actuel. Un bon exemple de ça, peut-être, on a tendance à entendre parler de contre-vérité. Ça implique quand même que c'est une vérité, alors que non, c'est juste un terme qui est là pour remplacer un mensonge. Le mensonge, il est négatif. Tu mens, donc c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas que c'est pas vrai, c'est une contre-vérité, c'est pas pareil. Attention, c'est vrai quand même, mais c'est pas la même vérité. Le problème, c'est que c'est des fois justifié par l'argument scientifique qui est qu'il n'y a pas de vérité unique. Une variante très simple de ça, c'est de dire oui, mais regardez, ils sont pas d'accord, donc c'est bien que plusieurs choses peuvent être vraies, et donc ça, c'est des contre-vérités aussi de choses. Mais non, c'est pas aussi. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, j'ai un autre avis. Ça veut pas dire que cet avis, il n'est pas construit à partir de rien et que c'est juste de l'imagination par rapport à quelque chose qui se produit vraiment. De le faire passer comme une vérité, non, en fait, ça peut vraiment être un mensonge, quelque chose qui n'existe pas. Tu parlais aussi de relativité linguistique, comment le langage il nous permet de penser les choses, comment ça rejoint un peu ça
ces histoires peut-être de contre-vérité et de manière de pouvoir nommer et penser les choses. Ça s'appelle la relativité linguistique. Des fois, c'est aussi connu sous le terme l'hypothèse de Sapir-Whorf. Les deux chercheurs qui ont émis cette hypothèse. Deux linguistes, ce que je vois dans l'article. Leur hypothèse, c'est que notre perception du monde dépend du langage qu'on nous a appris. Il y avait toute une partie, par exemple, sur les couleurs, que si on n'a pas certaines couleurs ou si certaines couleurs sont nommées différemment dans le langage, on n'a pas la capacité de les discerner dans certains cas. Ce qui est réfuté dans cette hypothèse, c'est principalement la force, on va dire, des langues. C'est accepter qu'il y a quand même un impact, mais qui est parfois assez faible du langage qu'on utilise. Et surtout, maintenant, ça a été aussi montré que plus on apprend de nouvelles langues, plus cet effet disparaît. Mais ça voudrait quand même dire que le langage qu'on a, donc la manière dont on exprime des choses, va nous influencer dans notre manière de penser, de percevoir le monde. Ça influence la perception et la représentation, par exemple, de l'espace, du temps et des émotions. On en avait un peu parlé pendant l'épisode sur le stoïcisme. Les termes qu'on va se répéter mentalement constamment, forcément, ils vont un peu impacter la vision qu'on a de nous-mêmes ou la vision qu'on a des autres. Si on prend toujours ce que disent les autres comme étant négatif, on va avoir tendance à penser les choses de manière négative dès que quelqu'un va nous parler. Je pense que c'est en lien avec cette histoire de langue de bois, parce qu'à force d'être constamment abreuvé de ce langage, on n'arrive pas, en plus de ça, presque neurologiquement, à penser autrement et à imaginer d'autres manières de parler. Mais aussi d'autres alternatives à la situation. Est-ce qu'il y a d'autres exemples du langage qui pourraient influencer notre manière de voir le monde en français, hein? Ça fait pas partie, il me semble, de cette hypothèse, mais je vois quand même des liens avec les grandes discussions qu'il y a en France, en tout cas, sur le langage inclusif, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de grandes discussions côté suisse. La représentation du féminin dans la langue française, il y a un vrai impact sur le cerveau, sur le fait que le masculin l'emporte et sur cette ambiguïté cognitive où il y a un genre qui représente deux choses potentielles, qui représente d'un côté le masculin, je sais pas comment dire, pur peut-être, dans le sens où il y a que des hommes. Ça représente en même temps une possibilité de mixité. Et en plus, une mixité qui est même pas égale, puisqu'il pourrait y avoir un homme dans un groupe de 1 millier de femmes et on mettrait au masculin. Clairement, c'est très orienté sur la supériorité du masculin face au féminin. Et ça a l'air d'être anodin comme ça, parce que c'est juste des règles grammaticales, quoi. Mais en vrai, non, en sous-texte, il y a quand même une vision du monde très masculiniste. Oui, il y a une vision du monde, et puis on sait maintenant scientifiquement que le cerveau n'aime pas du tout l'ambiguïté. C'est vraiment quelque chose avec lequel on a du mal, surtout quand on est enfant. Quand on se développe, quand on apprend, il faut plutôt des choses assez claires, et la gestion de l'ambiguïté, elle vient un peu après. Or, dès les premiers moments où on apprend la langue, en fait, on nous donne cette ambiguïté à gérer. Et il y a eu apparemment des recherches sur ce sujet et qui montrent que oui, il y a un véritable impact cognitif sur notre manière de penser. Quand on entend, en étant enfant, en permanence, qu'on peut être un ingénieur ou un informaticien, mais qu'il n'y a pas vraiment le féminin là-dedans. Une ingénieure, ça marche en termes de grammaire, mais c'est quand même pas très courant. Et puis une informaticienne, pareil, ça n'a pas trop des consonances qu'on utilise tout le temps. Pour les jeunes filles, c'est pas des métiers qui sont prévus pour elles, vu que c'est pas au féminin. Pour les garçons, pareil, on parle plutôt de caissière, donc caissier, non, ce sera pas pour moi je vais plutôt aller faire ingénieur. Est-ce que ça a une réelle influence, tu penses? C'est plus le point, notre représentation sociale des métiers, où il y a certains métiers qu'on catégorise plutôt comme des métiers de femmes et certains métiers qu'on catégorise comme des métiers d'hommes. Juste sur l'ambiguïté elle-même, ce serait quand on dit les ingénieurs, instantanément, j'ai que des hommes dans ma tête. Ouais, c'est fou, hein. Ma représentation, elle est purement masculine. Faire ce travail de les ingénieurs, c'est possiblement deux genres. C'est pas du tout naturel dans le sens ce qu'on nous a appris et ce qu'on a au final développé, quoi. Ça ne devient pas naturellement à l'esprit parce que c'est influencé par le langage. Voilà. Alors qu'il n'y a absolument rien qui empêche les femmes d'être ingénieurs. Le langage, là, nous restreint dans la pensée de dire ah ben non, là c'était un truc au masculin, donc on va penser à des hommes et pas des femmes.
ça nous forme encore plus à penser à une catégorie de choses qu'on peut faire en fonction du genre. Il y a vraiment une hiérarchisation des métiers, alors que les deux métiers que je vais citer sont autant des métiers masculins que féminins, mais il y a un classement un peu hiérarchique par ce qui nous vient en tête automatiquement. On va parler plus facilement d'infirmière, mais plus facilement de médecin. Infirmière au féminin, c'est censé être moins qualifié qu'un médecin au masculin. C'est à ce point-là sexiste dans le langage, en fait. Alors que tu peux très bien être infirmier et une médecin. Là, on n'a pas le féminin qui s'entend dans l'accord du mot, mais quand même, quoi. Sur cette hiérarchie, donc, on a cette pensée que la langue française est comme ça, comme si elle était apparue dans l'univers tel quel. Mais non, pas du tout. On a des preuves historiques qu'au XVIIe siècle, il y a eu une masculinisation de la langue et une volonté de fermer l'accès à certains métiers aux femmes. C'est là où cette hiérarchisation des métiers est créée. C'était pas un hasard. Il faut vraiment comprendre que ça a été une volonté de fermer ces métiers aux femmes. Il y avait aussi quelque chose qui est assez récent, que j'apprends en faisant ces recherches-là aussi. Jusqu'au 19e siècle, les accords participes passés et adjectifs étaient liés à la proximité. Si c'est un mot masculin qui était le plus proche de l'adjectif, alors c'est masculin. Si c'était féminin, c'est féminin. La règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, elle apparaît au milieu du 19e siècle seulement, où là, c'est plus la proximité qui compte, c'est est-ce que dans le groupe, il y a un homme ou pas. Ces choses-là, elles ont été volontaires, et il faut reconnaître que ça a été volontaire, et il faut aussi reconnaître qu'avant ça, on avait une langue qui était plus égalitaire. Si on va plus loin, il y a la question, est-ce qu'il faut des genres dans la langue, ou est-ce qu'on pourrait pas avoir une langue entièrement neutre? Là, c'est un point que j'ai pas du tout recherché. Il y a des langues qui sont un peu plus neutres que les autres. Je pense un peu à l'anglais qui n'a pas trop ces histoires de genre pour les adjectifs, pour les noms communs. C'est très rigolo de discuter avec des anglophones. Pourquoi le soleil il serait masculin et la lune féminin, mais ça n'a aucun sens. Et vraiment, ils comprennent pas. Enfin, pareil, une table a un genre, mais non, mais c'est une table. Enfin, arrêtez avec vos conneries là. Ouais. Pour essayer de ramener un peu plus de neutralité en français, on parle beaucoup d'écriture inclusive. Est-ce que c'est bien ou pas cette écriture inclusive? Basé sur tout ce qu'on a dit, moi je pense que oui, puisque ça forge notre représentation du monde. Je vois pas comment on peut se dire il faut un monde où 50% de l'humanité n'est pas pris en compte en fait. C'est ça. J'ai même pas de justification. On peut pas avoir un monde où 50% de l'humanité n'est pas représentée. Et où on a aussi effacé 50%. Parce que c'est pas juste maintenant on a arrêté de représenter, c'est qu'on a effacé 50% de l'humanité dans le monde. Je suis en train de lire un livre d'histoire de l'art en ce moment, depuis l'apparition de l'art dans l'humanité. Et il y a une femme dans ce livre. Ah ouais. Ça m'étonnerait qu'il y ait qu'une femme qui ait marqué l'histoire de l'art. Et du coup, j'ai acheté un deuxième livre qui s'appelle L'histoire de l'art sans les hommes, où là, il n'y a que des femmes. Et bizarrement, il y avait plein de femmes dans l'histoire de l'art. Oui, c'est surprise. Cette invisibilisation des femmes par le langage, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet et ils disent que c'est vrai. On serait une société beaucoup plus sage à écouter la recherche plutôt que juste de rester dans nos sentiments et dans nos traditions. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je veux bien écouter les sentiments des femmes qui pourraient se dire et elle a raison, hein, je me sens exclu par le langage, je veux bien l'écouter dans ce cas-là, leur sentiment. Il est légitime. C'est vrai que là, j'avais plus en tête le sentiment de masculinité fragile qui gouverne notre monde, en fait, pour l'instant. Je vais juste me faire la voix des critiques de l'écriture inclusive qui disent déjà c'est pas naturel, qui disent aussi oui mais c'est impossible à lire parce que c'est moche avec tous ces points et puis on peut plus déchiffrer les trucs, on n'en a pas besoin. On a déjà répondu à cette question. Oui, on en a besoin pour voir le monde, mais par rapport à la difficulté de lecture, la complexité à l'écriture, t'en penses quoi toi? Je pense qu'il y a eu le même problème quand on a commencé à formaliser le français, où les gens ont dû dire mais on est moins libre, on est moins... Enfin, les gens, tout le monde ne pouvait pas l'écrire à l'époque, mais en tout cas certains académiciens. Parce que quand on prend l'ancien français, dans la même phrase, s'il y a 3 fois le même mot, il peut être écrit de 3 manières différentes. Là, on a un problème qui est similaire, qui est que si on a besoin de toujours dire tous, toutes, etc., ça peut alourdir les phrases. Mais en même temps, l'écriture inclusive, c'est pas juste mettre des points avec les 2 genres derrière, c'est aussi
parler de manière neutre et on peut faire des phrases qui sont tout aussi légères, à l'opposé de la lourdeur, sans pour autant avoir le besoin de recourir à point E, parenthèse E. Tout de suite, je pense à l'université de Neuchâtel, par exemple, qui a quasiment son site entièrement écrit en langue inclusive. À aucun moment on se dit « Ah tiens, c'est écrit en langue inclusive ». 2 arguments de réponse aux critiques. Dans la langue française, on fait pas comme ça. Mauvais argument, parce que la langue, elle est pas figée, en fait. C'est des choses qui évoluent. On parle plus et on n'écrit plus français comme on l'écrivait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans. On peut s'habituer, ça peut devenir une nouvelle habitude, ça fonctionne. Voilà. Le fait que ça rende les textes disgracieux et compliqués à lire parce qu'il y a des points partout, c'est de la paresse, parce qu'on peut faire des efforts pour écrire de manière épicène, c'est-à-dire de manière neutre, mais sans mettre des points partout. Le seul argument que j'ai entendu et qui est valide, à mon avis, c'est par rapport à des personnes en situation de handicap, où effectivement, si on met des points partout, les personnes qui ont déjà des problèmes de lecture, de dyslexie et autres, ça complexifie pour ces personnes-là la lecture. Mais encore une fois, c'est juste une histoire de paresse d'écriture, parce que si on fait des efforts, on peut minimiser ça. Par exemple, mesdames et messieurs, et pas messieurs slash dames, point, j'en sais rien. Non, mesdames et messieurs, voilà, ça marche. Il y a des termes neutres. Personne, c'est neutre. C'est une personne, certes, mais on sait très bien qu'on peut parler autant d'un homme ou d'une femme. Ça demande un effort d'écrire de manière épicène. Ça demande de l'entraînement aussi. Il faut essayer d'être attentif et attentive aux termes qu'on utilise, à relire son texte pour être sûr qu'il n'y ait pas que du masculin partout des fois. Plus on le pratique, plus ça devient naturel. Puis de temps en temps, lire un toutes et toutes, ça marche très bien par rapport à juste mettre un tous point, quoi. Ouais. Et quand on a des néologismes comme des pronoms vaguement neutres, comme le yel, ça en fait hurler certains. Peut-être c'est un peu disgracieux au début, on n'a pas l'habitude, voilà. Mais c'est juste un nouveau mot. Spam n'a pas forcément choqué des gens quand il est arrivé. D'utiliser certains mots anglais, pareil, c'est pas non plus la catastrophe, c'est rentré dans les mœurs. Le week-end, voilà, on parle de week-end, pas de fin de semaine. C'est un nouveau mot qui n'existait pas avant en français. Yel, pareil, un nouveau truc. Est-ce qu'on le dit tout le temps en plus? Pas tellement que ça. Puis on s'y fait, quoi. Maintenant, on trouve en ligne plein de guides sur comment écrire de manière inclusive qui aident justement à, dans telle situation, quand on utilise telle formule, on peut la remplacer par telle formule. Et c'est vraiment une question d'éducation et d'habitude. Et après, il y a des vraies questions fondamentales qui vont se poser. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un langage entièrement neutre, par exemple? Et est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on change le français pour qu'il n'y ait plus du tout de le, la, il, elle, etc. Ça, pour le coup, ça me paraît très difficile de forcer un truc aussi profond et complexe comme modification, dont l'usage ne va pas forcément s'imposer. Créer des règles et ça change tellement la manière de parler, je pense que ça ne marchera pas. Ce sera forcément long. C'est sûr que du jour au lendemain, tout ne va pas changer, mais je me dis que c'est possible. Moi, j'ai plus confiance au fait que ce soit par l'usage que ça vienne, que de l'imposer avec une série de règles, de réformes. Puis d'autant qu'il ne faut pas trop compter sur une institution pour faire des réformes qui fonctionnent là-dessus, quoi. Ça a plus de chances de venir par nous. Le problème initial, en tout cas, de venir par le bas, c'est qu'il va y avoir une énorme variété de choses. Et ensuite, il va y en avoir un certain nombre qui vont s'imposer. Mais ce sera peut-être pas non plus les meilleurs choix parce que ce sera de l'usage. Je suis pas du tout linguiste, mais parmi les quelques choses que j'ai pu suivre, je crois que malheureusement, c'est pas toujours le meilleur usage qui s'impose. C'est simplement, ça se fait comme ça et c'est pas trop orientable, quoi. Pour faire un peu une conclusion, on est parti de ces langues de bois, du fait que ça forge notre manière de penser, que ça nous empêche de penser des différences. Et puis après, on a discuté sur le langage inclusif qui, je pense, fait partie du fait qu'on a toujours parlé que d'une certaine manière. On n'arrive pas aussi à imaginer qu'on peut parler d'une manière différente. Pourtant, tout ça, c'est arbitraire. Le français n'est pas une loi de l'univers. Non. Il y a sûrement moyen de le changer, mais ouais, ça demande forcément un effort. En tout cas, dans certains pays, ça va clairement pas venir des gouvernements. Pour conclure, je dirais, faut peut-être écouter ce qui se fait ailleurs qu'en France sur le langage inclusif. Non pas qu'il n'y ait pas de choses intéressantes qui sont faites en France, mais malheureusement, en France, on a globalement un gouvernement, là, tout de suite, qui est complètement hostile à ça. Et hostile, c'est presque un mot faible sur ce sujet, je trouve.
Moi, de mon côté, pour conclure un petit peu tout ça, je dirais que le langage, c'est un truc sur lequel je suis devenu un petit peu attentif et que je trouve intéressant d'essayer de remarquer que les mots et le vocabulaire qu'on utilise, ils façonnent notre manière de voir le monde, mais que du coup, les mots ont un sens qui des fois se dilue et il faut être un peu attentif et attentive à la manière dont ça dilue peut-être le sens, à essayer de voir plus loin, de qu'est-ce qu'on veut vraiment nous dire, et du coup de remarquer que des fois on nous dit rien. Est-ce que des fois le langage il nous enferme pas dans une perception du monde, par exemple avec le masculin et le féminin, mais aussi des manières de d'écrire ou de ne pas réussir à décrire des choses pour empêcher les critiques. Et je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu ça en tête pour moins se faire avoir par les mots Mm. et de pas tomber dans le panneau de langage creux. Nous, on essaye de transmettre des choses avec du sens quand même. Mhm. Est-ce qu'on transmet ou est-ce qu'on peut l'écouter? Sur tâche avec un s-2-t.fm, c'est notre site principal. Il y a tous les épisodes, mais il y a aussi tous les liens vers les différentes plateformes sur lesquelles on poste. Twitter, Mastodon aussi. Et depuis le début de l'année, on poste aussi tous ces épisodes sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. N'hésitez pas aussi à mettre étoiles, favoris, ça dépend de votre application. Ça aide généralement en termes de découverte, même s'il vaut mieux directement aller taper sur l'épaule de quelqu'un et lui dire « Tiens, écoute ça ». Et puis, du coup, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. Ouais, allez, à plus tard. Sur le temps, j'ai une anecdote d'ailleurs à ce propos. Il y a une tribu quelque part au Pérou, je crois, pour qui le passé est en face de soi et le futur est derrière soi. Ah, c'est marrant. Parce qu'on voit le passé. Le futur, on ne peut pas le voir, donc il est forcément derrière nous. Et le passé, on le voit puisqu'on l'a déjà vécu, puisqu'on s'en souvient, donc il est forcément devant nous. Mm. Et ça change un peu leur manière de voir les choses. Je pourrais retrouver le lien vers l'article en question, je crois. Je crois que ça, je l'ai dans mes références. C'est marrant comme c'est différent de ce que notre monde occidental, en tout cas, on a comme vision du passé et du futur, parce que c'est vraiment basé sur la marche. Ouais. Et que on avance, donc il y a quelques secondes, on était quelques pas derrière nous, donc le passé il est derrière en fait, parce qu'on a marché. Et là, c'est pas du tout pareil, c'est plutôt le regard de qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut pas voir. Ouais, et puis ça change du coup un peu leur manière d'imaginer le futur et leur rapport au passé aussi. Mm-hmm. C'est un article assez intéressant sur ce sujet.